se parle, on partage, on comprend, on apprend, on se détend. Radio Nîmes. L'UFC Que Choisir, association à but non lucratif, est au service des consommateurs pour les informer, les conseiller et les défendre. L'UFC Que Choisir, Expert, indépendant et militant, fait son émission. Ici, dans le Gard. Bonjour auditeurs et auditrices de Radio Nîmes, heureux de vous retrouver en ce dernier lundi du mois d'avril et c'est donc l'heure de retrouver la grande émission UFC Que Choisir. Nous sommes en direct des studios Jean Orsi avec José Estève, nous sommes aussi avec Gilles Bergogne. Bonjour. Bonjour. Bonjour Bilal. Et donc, quelle est la thématique de l'émission d'aujourd'hui ? Aujourd'hui, nous allons aborder les voyages en général et surtout la préparation des voyages. Et donc, toutes les précautions qu'il faudra prendre et que nous allons essayer de présenter à nos auditeurs. La précaution, je disais donc, avant de signer pour un voyage, quel qu'il soit. Et donc, José et moi-même, nous essaierons d'aborder tous les principaux problèmes qu'il peut y avoir lors des réservations de voyage. Merci beaucoup Gilles. Bien, il est bien entendu que ce sont des précautions. Alors moi j'ai beaucoup œuvré dans le monde du voyage et donc ce que je voudrais, tel que j'apporte à nos adhérents à UFC Que Choisir, c'est pouvoir apporter aussi aux éditeurs de Radio Nîmes bien quelques conseils en cette période où beaucoup de personnes sont en train de préparer leur voyage d'été, leurs vacances d'été, parce qu'on sait très bien que les vacances, c'est toujours un moment pour se ressourcer, oublier son quotidien, découvrir des nouveaux horizons. Mais attention, le rêve peut très rapidement se transformer en cauchemar. Et donc, c'est pour cela qu'on se propose en fait de vous donner des conseils. De vous aider. D'aider tout à chacun. Voilà. Surtout de ne pas signer pas un contrat, c'est pas un contrat, mais José, c'est pas un contrat, mais enfin de signer un document. C'est un contrat. C'est un contrat, oui. Donc, attention, comme tout contrat, de ne pas signer un contrat sans avoir bien compris le contenu du contrat. Voilà. Alors, moi, j'ai listé, donc pour commencer, tout au long de cette émission, on va essayer donc de vous éclairer d'une part sur la préparation du voyage, ce qui se passe ce qui va se passer pendant le voyage, les incidents, puisque chez UFC Que Choisir, en fait, malheureusement, nous traitons que les incidents. Nous traitons les incidents. Et donc, parfois, je dis à nos adhérents, je dis, mais attendez, avant de signer, passez-nous un tout petit coup de fil et on vous aidera dans le cadre et on fera le nécessaire pour vous aider. En parlant de coup de fil, je vous laisse le numéro du standard 04 66 26 50 51 si jamais vous avez une question à poser à Gilles Bergogne ou à José Estève. Merci Bilal. Merci beaucoup. Donc pour recontinuer un peu cette présentation, il faut savoir également donc que dans les voyages, il y a des voyages, je dirais, avec des vols secs, si c'est un avion, je dis ça un avion, peut-être je vais un petit peu vite. Oui, ça peut être l'avion, ça peut être le train, ça peut être le bateau, ça peut être, mais disons que sur l'avion, il y a des précautions à prendre. Vous verrez que normalement, il existe donc des vols secs, que nous appelons ça des vols secs. Les vols secs, ce n'est uniquement que le transport qui est payé. Tu m'arrêtes José si je me trompe dans ma description, mais qui est payé intégralement sans prendre en compte, si vous voulez, l'hébergement et la restauration et d'autres prestations. Oui, effectivement, je pense que c'est extrêmement important et qu'il faudra y revenir. Alors, moi, ce que je voudrais dans un premier temps, c'est, toi, Gilles, comme moi-même, comme Dylan aussi, quand on prépare son voyage, en fait, on commence à regarder des catalogues, on commence à regarder des destinations. Alors, pour moi, l'une des premières consignes qu'il faut donner, c'est par rapport à la destination, c'est regarder en fait sur Internet, vous trouvez une mine d'informations. Absolument. Donc une bonne préparation du voyage commence d'abord par se renseigner sur les arnaques les plus courantes qui peuvent exister sur votre destination. Que vous partiez en Grèce, que vous partiez en Italie, que vous partiez au Maroc, en Tunisie, aux États-Unis, peu importe, ou dans un pays du Moyen-Orient, eh bien, il faut regarder, en fait, sur la destination, quelles sont les arnaques les plus courantes que vous pouvez trouver.
Parce qu'il y a des gens qui se sont retrouvés à louer des appartements à l'autre bout de la Terre et quand ils sont arrivés, l'appartement n'existait pas. Hein. Donc là, il faut faire attention. Alors, d'abord, donc, se renseigner sur les arnaques de la destination. Deuxièmement, se renseigner sur le tour opérateur, c'est-à-dire sur l'agence de voyage que vous choisissez, ou la compagnie aérienne qui vous vend votre voyage, compagnie aérienne ou compagnie maritime. Parce que il y a là aussi des gens qui sont fortement à déconseiller. Or, sur les forums, vous allez les trouver et déjà pouvoir démasquer un certain nombre d'éléments qui vont vous mettre la puce à l'oreille. Quatrièmement, donc troisièmement c'était la compagnie aérienne. Quatrièmement, faites attention et lisez bien les conditions générales de vente. Alors ça n'a l'air de rien, mais les conditions et on n'aime pas, quand on est en train de préparer son voyage, on n'aime pas lire parce qu'on préfère rêver plutôt que d'être dans le concret. Les conditions générales de vente, c'est est-ce que je peux annuler si j'ai plus envie de partir ? Dans combien de temps je vais payer mon solde ? Quelles sont les conditions de rapatriement, par exemple, et ainsi de suite. Ou même, quelle est la compagnie aérienne qui va me transporter ? Parce qu'il y a des gens qui sont sensibles sur la compagnie aérienne. Eh bien, les conditions générales de vente et le contrat de vente, puisqu'on parle bien d'un contrat, doit absolument préciser, en fait, tous ces éléments. C'est-à-dire que, qu'est-ce qui est compris ? Qu'est-ce qui est une option ? Parce qu'attention, parce qu'au départ, on vous dit « ouais, c'est tout inclus ». Et puis finalement, vous vous retrouvez... Oui, quand vous grattez un petit peu le contrat, vous apercevez que... Eh bien, on s'aperçoit effectivement que beaucoup de choses ne sont pas comprises. Ce sont des options. Et à partir de ce moment-là, donc quand vous avez signé, c'est terminé. Vous ne pouvez pas revenir dessus. Bon. Donc, les conditions d'annulation, les conditions de remboursement. Ensuite, 5e point, prendre une assurance. Alors, soit prendre une assurance qui va vous être proposée, soit prendre une assurance, soit vous regardez votre carte de paiement. La carte bancaire. La carte bancaire de paiement. Et très souvent, alors pas sur la carte bancaire de premier niveau, mais souvent les cartes Visa, par exemple, ou dans d'autres banques, c'est pas la carte Visa, c'est une autre carte. Il faut regarder si votre carte bancaire comporte une assurance. Et cette assurance, qu'est-ce qu'elle couvre ? Est-ce qu'elle couvre l'annulation ? L'assurance annulation, c'est tout ce qui est avant le voyage. C'est-à-dire, votre voyage n'a pas encore commencé. Parce que, quand vous réservez à l'avance, vous pouvez être malade, il peut y avoir un décès dans votre famille, il peut y avoir un changement... Une indisponibilité quelconque. Une indisponibilité. Par exemple, vous changez de boulot, par exemple. Eh bien, si vous changez de boulot, eh bien, il y a beaucoup d'assurances, en fait, qui couvrent, en fait, cet état de modification de situation. Il peut y avoir un divorce, par exemple, c'est-à-dire il peut y avoir une modification de la situation familiale. Un décès, exactement. C'est pas que pour les voyages, du coup. J'ai une petite anecdote, José, si tu permets. Quand vous le faites ça avec votre carte Visa premier, où vous allez donner donc vos coordonnées de cette carte Visa. Si entre-temps vous êtes amené malheureusement à la perdre, vous la perdez, etc. Si vous demandez à l'issue du voyage un remboursement par votre carte, n'oubliez pas de préciser que vous avez changé de carte Visa. Sinon, les remboursements ne vous arriveront jamais. Voilà. Ah oui. C'est un petit peu... il faudra peut-être le préciser. Oui, il faut le préciser, ça. C'est que lorsque vous avez payé avec votre carte et que par la suite, vous demandez un remboursement ou que vous devez avoir un remboursement, eh bien, si votre carte, si vous n'avez pas signalé que vous avez changé votre carte, le remboursement se fera sur l'ancienne carte. Il n'arrivera jamais sur votre compte. Voilà. Donc, chez Que Choisir, on a quelques dossiers qui sont bloqués parce que la compagnie aérienne dit « j'ai remboursé ». Et la banque dit « je n'ai jamais reçu ». Forcément, il faut savoir que la carte bancaire n'est pas gérée par la banque, elle est gérée par le dispositif carte bancaire. Et donc, du coup, l'argent est bloqué quelque part. Ouais. Et donc, c'est extrêmement compliqué. Donc, bon, c'est un aparté. Mais c'était important à dire, je pense. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que l'assurance de la carte ne couvre que si vous avez payé intégralement, en fait, votre voyage avec la carte. C'est-à-dire l'acompte
et le solde. Hein, il faut bien le savoir que c'est la totalité du voyage en fait qui va être couvert à partir du moment où vous avez payé avec la carte. Alors, donc, 2 types d'assurance, je vous disais, l'assurance annulation, c'est tout ce qui est avant, et ensuite l'assurance voyage. Parfois les gens me disent, mais j'ai pris une assurance, et quand on regarde, en fait, c'est une assurance voyage et non pas l'assurance annulation. Oui. Et là, il faut être extrêmement perspicace, en fait, et il faut demander, est-ce que c'est une assurance qui me couvre avant le départ ? Est-ce que c'est une assurance qui me couvre seulement après le départ ? Ce sont par exemple les assurances bagages, rapatriement, etc. Ou est-ce que c'est une assurance multirisque qui va vous couvrir avant et pendant le voyage ? Voilà. Donc. Et un dernier point qu'il faut absolument, sur lequel il faut attirer la perspicacité des consommateurs. Si vous voyez parfois des prix trop incitatifs, trop alléchants, méfiez-vous des arnaques. Quelque chose qui vous est proposé à 10% de son prix ou à 20% de son prix, c'est quelque chose qui n'existe pas. Ça donne envie, mais voilà, après on se retrouve avec des maisons inexistantes à l'autre bout du monde. Oui, ou alors avec un service qui n'est pas un service de qualité, ou avec un service qui n'existe pas. Il y a forcément quelque part un loup. Hein, méfiez-vous des loups, c'est ce que je dis toujours. Méfiez-vous des loups, parce que il y en a plein qui sont cachés en fait dans cette complexité du monde du voyage. Et il y a toujours des gens qui profitent du rêve des gens, en fait, pour les arnaquer. Ouais. Tout à fait. Ensuite, nous aborderons, donc, moi je regardais sur la réservation. Quand vous allez voir une compagnie, une agence de voyage, vous réservez votre vol, d'accord ? Par exemple, vol ou autre chose, et également tout ce que doit contenir, on appelle ça un forfait. Les forfaits, les packages en fait, les packages qui sont proposés. Alors, effectivement, juridiquement, il y a entre le vol sec et les vols à forfait, et les packages, il y avait en principe la loi distinguée, et surtout la jurisprudence, avant 2009, distinguait 2 états. C'est-à-dire que l'agence qui vous vendait un billet d'avion, par exemple, n'était pas responsable du bon déroulement de votre voyage. Alors que l'agence qui vous vendait un package, en fait, elle a toujours été en responsabilité de la totalité. C'est-à-dire que s'il y a un élément, que ce soit un vol annulé, retardé, une chambre d'hôtel, quand vous arrivez à l'autre bout de la terre, la chambre d'hôtel qui n'existe pas, où on vous donne en fait une chambre en sous-sol, sans fenêtre, etc., alors que c'était pas précisé dans les conditions, sur votre facture d'achat. À partir de ce moment-là, c'est l'agence qui était responsable et qui demeure. Donc, il faut bien savoir en fait que depuis 2009, normalement, depuis la loi donc portant sur la modernisation des activités touristiques, que ce soit un vol sec ou que ce soit un vol ou que ce soit régulier. Que ce soit un vol sec ou que ce soit un package, en fait, l'agence est entièrement responsable et doit traiter le dossier pour vous. Il faudra, je pense, avant de faire un petit intermède, bien dire ce que c'est un vol sec à nos auditeurs, qui peut-être quelques-uns, ou que, bon, pour la plupart, ne savent pas la différence entre un vol sec et un vol avec charter, ou un vol low cost, ou un vol direct, ou un vol non-stop, parce qu'il y a plusieurs, définitions des vols, je parle surtout en avion, bien évidemment, qui sont bien précisés et qui doivent être précisés, notamment. Même si juridiquement, sur les remboursements, ça ne change pas grand-chose, en fait. Bon, pour la connaissance personnelle de nos auditeurs, je pense que c'est intéressant qu'ils sachent ce que c'est. On se retrouve juste après la pause musicale. De retour dans les studios Jean Orsi, c'est avec Gilles Bergogne et José Estève. Bonjour. Rebonjour. On y parle voyage du coup aujourd'hui. Je crois que nous avons déjà un auditeur au téléphone. Bonjour madame. Oui, bonjour. Bonjour. Vous nous entendez ? Oui, je vous entends.
Je me posais des questions. Lorsque je vais acheter un billet d'avion, je n'arrive plus très bien à faire la différence entre ce qu'ils appellent un vol sec, un charter, un vol régulier, low cost, en direct ou sans escale. Oui, bonjour madame, nous allons essayer d'apporter plus de précision à ces interrogations. D'abord, sachez qu'un vol sec, c'est un vol qui est avec un billet d'avion bien sûr, mais qui est vendu seul, qui n'a aucune autre prestation d'hébergement par exemple, voiture, location de voiture, etc. Voilà ce que c'est un vol sec. Ensuite, vous avez le vol régulier. Un vol régulier, on appelle, c'est un vol qui s'effectue toute l'année avec des horaires fixes sans tenir compte des saisons touristiques. D'accord, oui. Ça va, je peux continuer? Oui, pour l'instant, oui. Charter et low cost. Alors, charter est affrété pour des vols spécifiques. Un vol charter, il est affrété pour des vols spécifiques, saisonniers, et il est réservé aux touristes avec un prix très avantageux. Cependant, les dates et horaires sont imposés par la régulation aérienne et confirmés, voire modifiés entre 8 jours et la veille de votre départ. D'accord. Ça, c'est le vol charter. Ensuite, nous avons les compagnies low cost qu'on appelle, qui proposent des prix défiant toute concurrence. Ils sont desservis par des lignes fixes à horaires fixes. Les compagnies low cost proposent uniquement des billets électroniques. Alors, billet électronique, je pense que je vais me retourner vers José, parce que qu'est-ce qu'on entend par billet électronique? Alors, cela dit, aujourd'hui, tous les billets sont électroniques. Oui, c'est pour ça que je ne comprends pas pourquoi. Qu'on soit chez Air France, chez Ryanair, chez EasyJet, chez Transavia ou autre, en fait, aujourd'hui, tous les billets sont dématérialisés de toute façon. Donc, en fait, et des compagnies low cost sont des compagnies à part entière. Elles sont low cost, on les appelle low cost parce qu'elles travaillent généralement là où elles sont installées, elles bénéficient d'une part, en fait, d'une subvention. Par exemple, les vols des compagnies low cost qui partent de Nîmes, par exemple, elles bénéficient en fait d'une subvention pour pouvoir mettre en place en fait des vols. Voilà. Elles ont une aide, oui, d'accord. Elles ont des aides locales en fait, et souvent c'est ce qui se passe sur les aéroports régionaux ou locaux. On a des aides de la part de la chambre de commerce, de la part des collectivités, des communautés d'agglomération, etc., pour pouvoir justement installer ces vols-là. Mais une compagnie low cost, en fait, est une compagnie aérienne à part entière et rien ne la différencie, en fait, d'une compagnie nationale comme Air France, Air Algérie, Air Maroc, Ryanair, etc. Ryanair est une compagnie low cost. D'accord. Voilà. Dans les compagnies low cost, celles qui sont les plus connues, c'est Ryanair, EasyJet, Transavia. En fait, ce sont les low cost les plus connus pour nous Français. Madame, vous suivez toujours notre discussion? Oui, tout à fait. Bon, donc, et enfin, je vais terminer par la présentation des différences de différents vols. Et alors, il y a également le vol direct. Le vol direct qui signifie que le transport s'effectue avec un seul et même avion. Ce qui n'exclut pas la possibilité d'avoir un ou plusieurs arrêts avec ce même appareil pendant le trajet. On appelle ça un vol direct. Mais il peut y avoir quand même des escales. Il peut y avoir des escales, mais je pense que à ce moment-là, vous n'avez pas le droit, José, tu me confirmeras, de descendre de l'appareil. Ça dépend. Tu peux avoir des escales avec escale technique, par exemple, où tout le monde descend de l'appareil pour le nettoyer, etc. Et tu peux avoir des vols, en fait, sur des hubs. Sur des hubs, généralement, tu descends parce que tu vas reprendre un autre avion. Et sinon, parfois, les escales, tu peux avoir un vol avec atterrissage à un endroit simplement pour que l'avion puisse faire son plein parce que la capacité, l'autonomie de l'avion n'est pas suffisante pour arriver à destination. Donc, mais ça ne change strictement rien. Le seul point où ça peut changer quelque chose, c'est les vols où on vous envoie sur un hub comme Madrid par exemple, ou comme les hubs qui existent dans les Émirats, par exemple en Arabie Saoudite. Ou à Dubaï par exemple, où effectivement ce sont des vrais hubs internationaux et lorsque le premier avion est en retard par exemple et que tu as ta correspondance 2 heures plus tard et que tu rates ta correspondance, c'est là où ça pose un vrai problème et aussi des problèmes juridiques. Quand on voyage par exemple sur la même compagnie et que tu as une correspondance sur la même compagnie, généralement ils sont responsables de l'un et de l'autre.
ça pose pas de problème. Par contre, ça pose beaucoup plus de problèmes lorsque tu pars par exemple sur Emirates et que tu arrives à Dubaï et que tu pars sur une autre compagnie comme Air France par exemple. Ouais, je ne sais pas si c'est possible, mais en tout cas, ou admettons que tu partes à Dubaï avec Air France et à Dubaï tu vas prendre un vol Emirates en fait pour aller en Asie du Sud-Est par exemple. Et c'est là les problématiques que l'on rencontre en fait c'est là qu'elles surviennent. Et enfin, madame, si vous êtes toujours là, je pense aussi, j'espère, il y a le vol non-stop qu'on appelle, qui est direct et sans escale. Par rapport au vol direct, vous voyez, là, celui-ci est direct et sans escale. Est-ce que nous avons répondu avec José à votre question, madame? Dernière petite question, comme c'est un vol direct et que pour des raisons X, ils sont obligés de s'arrêter et d'après de repartir, il n'y a pas de problème de bagages. Les bagages ne descendent pas, même si les passagers sont obligés de descendre. Sur un vol direct, en fait, non. Par contre, les vols avec correspondance, alors la plupart du temps, les bagages sont enregistrés jusqu'à destination finale. Hein. Par contre, il y a certains vols sur les États-Unis, par exemple, lorsque vous changez d'aéroport ou de terminal, mais vous avez exactement la même chose en fait sur Roissy. Les correspondances qui se font à Roissy, parfois, l'enregistrement ne se fait pas jusqu'à destination finale, et parfois on vous demande de récupérer vos bagages en fait et de repasser à l'enregistrement. Hein. Mais là, tout dépend en fait des conditions des compagnies aériennes. Hein. Tout dépend de leur contrat aussi avec les aéroports. Hein. D'accord. Voilà, madame. C'est détaillé dans le billet d'avion quand on l'achète. Hein. Tout à fait. Voilà. Normalement, vous devriez le savoir. Alors, par contre, parfois c'est une fois dans l'avion ou lorsque vous êtes à l'enregistrement où on vous précise les bagages sont enregistrés jusqu'à destination ou faites attention de récupérer vos bagages à la correspondance. D'accord, parfait. Merci beaucoup. Voilà, madame. Et au revoir. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir. Alors, peut-être Gilles, tout à l'heure dans la préparation du voyage, en fait, il y a peut-être quelques éléments administratifs, de formalités que l'on n'a pas abordés. Absolument. Il y a des formalités administratives et de plus, je rajouterai des formalités sanitaires. Bien sûr. Bon, si tu veux, José, on en parle, tu peux lui en parler. Alors, vas-y, si tu veux. Alors, en ce qui concerne les formalités, alors, à aucun moment, les compagnies aériennes ou les tour opérateurs, en fait, ne vous précisent quelles sont les formalités, parce qu'elles ne veulent pas s'engager elles-mêmes sur les formalités que vous allez devoir fournir aux douanes, en fait, lorsque vous arrivez, donc on contrôle. Selon le pays que tu as choisi. Exactement, parce que il y a des pays dans lesquels, en fait, il vous faut simplement la carte d'identité, des pays sur lesquels il vous faut un passeport, et il y en a même certains, il vous faut le passeport donc dont la date de fin est 6 mois après votre retour. Hein. Absolument, sinon vous rentrez plus. Hein. Exactement. Et par contre, il y a des pays sur lesquels ça ne suffit pas. Par exemple, pour aller aux États-Unis, eh bien, il faut soit le visa, soit l'ESTA, qui est le visa simplifié, en fait, que vous pouvez obtenir ou pas obtenir d'ailleurs en ligne. Et quand vous ne l'obtenez pas, il vous faut effectivement aller à l'ambassade pour demander un visa. Hein. Et puis ensuite, il y a des pays d'ailleurs dans lesquels on ne peut pas aller. On peut pas absolument pas aller. Français. Je pense le Cambodge, de par mes souvenirs, le Cambodge pas aujourd'hui, mais pas aujourd'hui. Non, aujourd'hui tu peux y aller. Mais cela dit, alors toutes ces formalités, vous les trouverez. C'est pas moi qui vais vous les donner. Vous allez les trouver sur le site donc du ministère des Affaires étrangères. Hein, et donc là, on va vous donner toutes les conditions d'accès au pays, que ce soit des formalités administratives ou les conditions ou les formalités nécessaires. Les formalités sanitaires, parce qu'il y a des pays dans lesquels il faut des certificats de vaccination. Absolument. Je vous propose une seconde pause musicale et juste après on retrouvera un auditeur au téléphone. De retour dans la grande émission UFC Que Choisir avec José Estève et Gilles Bergogne. Bonjour. Rebonjour. Alors on a un auditeur au téléphone.
Est-ce que vous nous entendez, monsieur? Oui, oui, oui. Alors bonjour. Bonjour. On vous laisse... Pour poser une question à UFC Que Choisir. Oui, dites-nous. Je voulais savoir quelles sont les recommandations du UFC Que Choisir pour avoir, lorsqu'on fait une réservation. Et les bons réflexes à avoir avant et pendant la réservation. Comme les assurances, les réservations de sièges. Oui, je pense que je vais répondre. Bonjour monsieur d'abord. Alors, en ce qui concerne les précautions avant de signer, je le rappelais tout à l'heure en début d'émission, c'est dans les réflexes en fait, c'est tout d'abord de lire les conditions générales. Alors, vous assurez d'abord que vous avez affaire à un bon tour opérateur ou une bonne compagnie aérienne. Ça, c'est la première chose. Et ensuite, lorsque vous réservez un voyage, le meilleur des conseils, c'est de lire et de voir si ça vous convient parfaitement, c'est-à-dire est-ce que le descriptif du voyage, les horaires de départ, les horaires de retour, la compagnie aérienne, la chambre d'hôtel, la vue sur la mer, le trajet, est-ce que les trajets intérieurs ils vont se faire en avion ou est-ce qu'ils vont se faire en autocar, etc. Est-ce que ça va vous convenir? Quel est le niveau et la catégorie d'hôtel? Alors attention, les catégories d'hôtels, les étoiles à l'étranger ne sont absolument pas les mêmes que nous en France. Que chez nous, oui. Chez nous. Et d'ailleurs, on vous dit souvent normes. Les normes locales. Les normes locales, ça ne veut pas dire les normes d'ici, ça veut dire les normes de là-bas. Donc pour le coup, attention, un 3 étoiles, donc quand on vous annonce un 3 étoiles norme locale, c'est comme si on nous disait chez nous une étoile ou 2 étoiles. Il ne faut pas vous attendre en fait à un truc extrêmement luxueux. Donc pour le coup, est-ce que ça vous convient? Et ensuite l'autre partie, je le rappelais aussi, c'est lire les conditions générales de vente. Quand est-ce que vous pouvez annuler? Jusqu'à quand vous pouvez annuler? Et si vous ne pouvez pas annuler, est-ce que vous avez une assurance en fait qui va vous couvrir? Alors, disons quand on parle des fois de 200-300 euros pour un voyage, ça c'est pas grand-chose, mais quand on parle d'un voyage un millier d'euros, 2000, 3000, 4000 euros pour toute votre famille, attention, parce que là pour le coup, il faut bien regarder en fait à quoi vous vous engagez avant de signer et avant de verser le premier acompte. Lorsque vous avez payé le premier acompte et même si vous voulez ensuite vous rétracter, ça n'est plus possible. À compter, il faut payer. Voilà, c'est-à-dire que souvent on vient nous voir chez Que Choisir en nous disant j'ai pas payé le reste, donc finalement je suis pas redevable. Pas du tout. Vous vous êtes engagé à payer en fait jusqu'au bout. Donc attention, ne vous dites pas je n'ai payé que l'acompte et donc pour le reste. C'est la grosse différence, José, avec les arts. Exactement, donc c'est un acompte. Donc un acompte, ça veut dire que vous avez payé une première partie et généralement vous devez payer le solde 30 jours avant le départ. Est-ce que je répondais à votre question, monsieur? Et je terminerai également, monsieur, c'est qu'il vous faut garder toujours, que vous ayez affaire à l'UFC Que Choisir, après plus tard, si vous avez eu un problème ou ailleurs, il vous faut toujours garder les justificatifs fournis. Exactement. C'est important, gardez toujours les justificatifs fournis. Et gardez aussi, alors lorsqu'on vous donne une brochure, gardez la brochure, c'est elle qui va faire foi du contrat sur lequel vous vous êtes engagé, parce que souvent la facture, elle ne relate pas la totalité, elle n'a pas de photos, etc. Or, lorsque on vous donne une brochure, gardez bien la brochure, parce que c'est elle qui va faire foi comme annexe en fait à la facture, et donc même si les photos elles sont pas contractuel, ça n'a aucune importance, il faut absolument garder ça sous la main. Okay, on a répondu à votre question, monsieur? Oui, vous avez bien répondu. Merci, monsieur. Merci, bonne journée. Bonne journée. Bonne continuation, merci. Merci. Alors, j'avais une question, moi, avant de continuer. Je voulais vous poser une question par rapport aux incidents qu'on pourrait avoir pendant un voyage. Qu'est-ce qu'on doit faire dans ces cas-là Alors, les incidents, puisque je vous disais tout à l'heure que le rêve peut très rapidement se transformer en cauchemar, oui, les incidents, ça va être par exemple lorsque vous arrivez sur place, il n'y a pas d'hôtel.
par exemple, ça c'est quand même un incident. Alors moins grave, c'est vous arrivez sur place et en fait, en guise de chambre d'hôtel, on vous donne en fait un 4 mètres carrés sans vue, etc. Bon, est-ce que ça correspond? C'est pour ça que je vous disais, est-ce que ça correspond à la brochure? Alors c'est moins grave, mais c'est quand même très grave quand ça correspond pas aux photos attendues. Oui, quand ça correspond pas au rêve qu'on vous a vendu, effectivement, ça devient grave. Alors attention, il y a des choses, par exemple, dans les descriptifs parfois qui sont subjectifs. Par exemple, on va vous dire bon accueil de la part de l'équipe, on va vous dire grande propreté, on va vous dire. Enfin, ça, ce ne sont que des mots en fait, et c'est logique surtout. C'est subjectif. Alors c'est pour ça que dans les incidents, que lorsque vous rencontrez un incident, il faut toujours prendre des photos. Ça, c'est la première chose. Il faut que vous preniez en fait des choses qui vont vous permettre ensuite de réclamer et d'avoir éventuellement des réductions ou des remboursements. Alors déjà sur place, si vous avez un correspondant de l'agence ou un correspondant de l'agence de voyage ou du tour opérateur, vous vous adressez en premier à lui en lui disant « il est de votre responsabilité de me remettre dans la qualité que l'on m'a vendue ». Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, s'il n'y a pas de représentant, vous allez voir l'hôtelier et puis vous lui dites « écoutez, regardez ce qu'on m'a vendu ». Et honnêtement, ce que vous me proposez là, j'avais réservé une vue mer et là, honnêtement, je ne vois pas la mer d'où je suis. Donc là, vous êtes en droit en fait, puisque vous avez payé, c'est marqué dessus. Pour ça qu'il faut toujours, je disais tout à l'heure et je le répète, il faut absolument regarder qu'est-ce qui est marqué. Et lorsque vous arrivez sur place, eh bien, vous constatez si ça correspond à ce qu'on vous a vendu. Si ça ne correspond pas, vous allez voir soit le responsable de l'hôtel, soit le responsable en fait du tour opérateur. Voilà, ça c'est dans les incidents. Alors, moi je reviendrai quand même sur des incidents qui sont peut-être plus graves. C'est l'avion ne part pas, donc c'est annulation de la part de la compagnie aérienne, retard ou sur Booking. Grève. Alors les grèves sont des cas un peu particuliers. Parce que, alors tout ça c'est cadré, il y a un cadrage en fait en Europe. Je suis en train de retrouver le règlement européen en fait. C'est régi en fait en Europe par le règlement CE 261/2004. C'est les retards, les annulations de vols ou les surbookings sont absolument régis par cette réglementation. Et cette réglementation touche tous les avions qui partent d'un aéroport européen ou qui arrivent dans un aéroport européen. Et toutes les compagnies aériennes doivent s'y conformer, qu'elles aient leur siège en France ou qu'elles aient leur siège ailleurs, en Europe ou dans le monde. Donc, qu'est-ce qu'il faut savoir? Les compagnies aériennes peuvent annuler un vol jusqu'à 14 jours avant votre voyage sans rien vous donner en échange. Jusqu'à 14 jours. En deçà de 14 jours, en fait, elles doivent non seulement vous rembourser, mais en plus vous indemniser. Ok. Et là, les indemnisations qui sont prévues, c'est pour les vols inférieurs à 1500 km, c'est 250 € d'indemnisation. Non seulement, donc, elle vous rembourse votre billet, plus une indemnisation. 400 € pour les vols compris entre 1500 et 3500 km et 600 € d'indemnisation, je parle bien d'indemnisation pour les distances supérieures à 3500 km. Alors ça, c'est pour les annulations. Et ensuite, vous avez les retards. Sachez que pour les retards, vous avez exactement les mêmes indemnisations pour de 250, 400 ou 600 € si votre vol à l'arrivée arrive plus de 2 heures pour l'heure fixée. Après l'heure fixée, donc pour les 1500 km, jusqu'à 1500 km, 400 € pour un retard supérieur à 3 heures pour les vols entre 1500 et 3500 km, et plus de 4 heures, si vous arrivez plus de 4 heures en retard pour les vols au-delà de 3500 km, vous avez droit donc à une indemnisation par billet de 600 €. Voilà.
très très bon à savoir, merci beaucoup. Par billet donc. Alors, c'est par billet. Hein. Par billet. Alors vous parliez tout à l'heure, je finirai par là, vous parliez des grèves et des contrôleurs aériens de la semaine dernière. Nous y sommes en plein dedans. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que vous n'obtiendrez pas d'indemnisation, ça c'est tout à fait clair. Si c'est un fait extérieur à la volonté de la compagnie, c'est-à-dire en cas de grève des contrôleurs aériens, il n'y a pas d'indemnisation. Par contre, la compagnie doit quand même vous assurer assistance au-delà de 2 heures de retard. Elle doit vous assurer boissons, repas et chambre d'hôtel si votre départ ne s'effectue pas dans la journée. Et si ça concerne, disons, le délai est de plusieurs jours? Eh bien, la compagnie doit vous rapatrier. Hein, il est de son obligation de vous rapatrier. Par exemple, j'entendais qu'il y a, parce que vous avez, par exemple, au départ de Nîmes, vous avez des vols, en fait, avec une rotation, un aller-retour par semaine. Oui. Donc, soit la compagnie, elle vous laisse à l'autre bout de la Terre pendant 8 jours et attend le vol retour, et auquel cas il vous paye la chambre d'hôtel pendant cette période-là, soit elle vous trouve un vol pour vous rapatrier. Je vous propose la 3e pause musicale. Pas de problème. Très bien, à tout à l'heure. De retour dans les studios Jean Orsi avec la grande émission UFC Que Choisir avec Gilles Bergogne et José Estève. Et nous avons déjà un auditeur au téléphone. Allô ? Oui. Oui, bonjour monsieur. Oui, bonjour monsieur. Vous êtes bien en direct ? Quelle est votre question, monsieur ? Oui, alors j'ai une question concernant la réglementation des voyages. Je voulais savoir si avec les nouvelles dispositions réglementaires, le consommateur pouvait annuler son voyage ou son séjour s'il le souhaitait. Alors, c'est une très très bonne question, monsieur, parce que nous nous la posions pendant la pause là, avec la chanson de Johnny Hallyday. Et on se proposait justement d'y répondre. Et on se proposait d'aborder ce sujet-là. C'est une très très bonne question, monsieur. Je vous remercie de la poser. Merci. Comme on le disait tout à l'heure, il y a une chose extrêmement importante lors de la préparation du voyage. Et avant de signer donc votre bon de commande auprès d'une agence ou de signer en ligne, c'est de regarder quelles sont les conditions générales de vente. Si les conditions généralement les conditions générales de vente ne prévoient pas ou très peu l'annulation pour raison personnelle. Tout à l'heure j'évoquais tout ce qui est assurable, c'est-à-dire que on va assurer le décès, on va assurer la maladie, on va assurer le changement de vie professionnelle par exemple, ou le changement de vie familiale, mais en tout cas, il y a très très peu d'assurances et de tour opérateurs qui vont vous permettre d'annuler au dernier moment. Alors, vous avez, et ça c'est les conditions donc de votre voyage qui vont vous le préciser, qui vont, par exemple, vous allez voir que chez certains opérateurs, vous pouvez par exemple annuler jusqu'à 60 jours avant ou jusqu'à 30 jours avant. C'est rare, mais ça existe. Alors, il faut savoir quand même que les conditions d'annulation, généralement, sont des conditions prévues dans le cadre des assurances, et c'est pour ça que je préconisais que l'on prenne une assurance ou que l'on regarde son assurance de carte bancaire, en fait, pour savoir ce qu'elle couvre en particulier. Les annulations pour raisons personnelles, il y a très peu de personnes, en fait, il y a très peu de cas dans lesquels vous allez pouvoir le faire. C'est pour ça que je disais, avant de souscrire donc à un voyage, avant de signer le bon de commande, il faut bien s'assurer que l'on est d'accord en fait pour annuler. Alors, mais des convenances personnelles, après, on a eu le cas dans ces derniers mois, de personnes qui ont voulu annuler pour des situations politiques ou par exemple, des gens qui avaient prévu de partir en Israël, par exemple en Palestine, au mois de novembre, décembre. Il est évident que elles se sont, dans les premiers jours de guerre, en fait, elles se sont posé la question. Et là, par contre, il y a eu le ministère des Affaires étrangères, en fait, qui a déconseillé, donc, et même presque interdit, en fait, mais en tout cas déconseillé le départ vers Israël, ce pays-là, oui, Palestine.
Vous avez eu le cas du cyclisme, en fait. Vous avez le cas du tremblement de terre au Maroc, où les personnes, par exemple, moi j'ai eu des cas où les gens m'ont appelé chez UFC Que Choisir pour me dire, mais monsieur, je voudrais annuler parce que je ne me vois pas aller à Marrakech, en fait, alors que des gens sont en train de souffrir. Sauf que les tours opérateurs avaient décidé, disons qu'avec le gouvernement marocain, qu'il était plus favorable, en fait, d'aller aider par le tourisme des populations locales plutôt que de ne pas y aller. Et donc, pour le coup, les abandons, en fait, alors, tout dépend en fait du tour opérateur. Dans ces cas-là, il y a des tours opérateurs qui ont dit oui, vous pouvez déplacer votre voyage, ou vous pouvez soit le reporter, soit partir sur une autre destination. Et il y a des tours opérateurs qui ont dit au contraire, non, je ne veux pas. Si vous annulez, c'est de votre fait et vous perdez, c'est à vos risques et périls, et vous perdez votre argent. Donc, pour le coup, je dirais que les annulations de votre propre fait, du fait du consommateur pour raison personnelle, sont extrêmement rares, et donc il vaut mieux s'assurer auparavant que c'est une destination qui vous convient. Avant de signer le contrat, signer le bon de commande. Est-ce que j'ai répondu à votre question, ou est-ce que c'est encore flou pour vous? Non, tout à fait, c'est très clair. Donc j'ai bien noté les différentes vérifications à faire au moment de la réservation du voyage. Tout à fait. Et en particulier, effectivement, pour les conditions sanitaires ou cataclysmes dans un pays, etc. Ça, je vous conseille d'aller sur le site du ministère des Affaires étrangères, où vous allez avoir vraiment tous les éléments qui vont vous permettre de faire votre choix. Après, je dirais que si c'est parce que la destination ne vous plaît pas, etc., je dirais que vous allez perdre votre argent, parce que, sauf à être extrêmement bien avec la personne de l'agence de voyage, c'est un cas où on ne vous remboursera pas. Vous pouvez toujours annuler, mais vous serez pour vos frais. D'accord. Voilà. Oui. Voilà, monsieur. Écoutez, merci beaucoup. Je vous en prie. Bonne fin de journée. Au revoir, monsieur. Au revoir. Au revoir. Nous continuons, Bilal. On continue. Tu avais une question éventuelle, toi, à nous poser? Je voulais poser une question que le monsieur a posée, du coup. Bon, alors, c'est bon. Mais du coup, je voulais d'abord rappeler votre numéro aux auditeurs, qui est donc le 04 66 84 31 87. Et donc, vous êtes situé au 65 avenue Jean Jaurès, à Nîmes. Voilà. Donc, c'était juste un petit rappel. Sachez simplement que chez UFC Que Choisir, et en particulier moi-même et d'autres, parce qu'il y a deux autres collègues, en fait, qui s'occupent des voyages, donc en cette préparation, si vous avez des questions, il n'y a aucun problème. Vous pouvez directement appeler l'UFC Que Choisir, voilà, vous renseigner. Dont le numéro va être rappelé. Il y avait également un sujet, José, qu'on n'a pas oublié, mais on a parlé des formalités administratives qui soient à jour, visa, passeport, etc. Mais il faut penser également aux formalités sanitaires. C'est-à-dire qu'il y a des pays où vous êtes obligé, par exemple, d'avoir le vaccin contre la fièvre jaune. Ouais. Ça m'est arrivé, donc je vous en parle parce qu'il faut faire bien attention de respecter les formalités sanitaires, José. Alors, il faut savoir que formalités administratives ou formalités sanitaires, si vous arrivez à l'aéroport, à l'enregistrement, et que vous ne les avez pas, vous serez automatiquement refoulé et vous ne partirez pas. C'est ce que je me demandais. Non, même si on n'a pas du coup les vaccins, il se peut que vous êtes refoulé parce que vous ne rentrerez pas. En fait, pourquoi les compagnies aériennes refoulent dès l'enregistrement? C'est parce que si elles ne le font pas à l'enregistrement, quand la personne arrive à la douane dans le pays étranger, elle ne rentre pas. Et c'est à la compagnie de rapatrier la personne parce qu'elle n'a pas effectué les vérifications nécessaires. Donc du coup, les compagnies en fait ne prennent absolument pas de risques et dès le départ, elles vous refusent l'embarquement. D'accord. Voilà, donc... On avait encore des tas d'éléments et de renseignements à donner à nos auditeurs, mais nous n'avons qu'une heure, donc on ne peut plus... je pense qu'on ne peut plus aller plus loin, sinon on continue l'émission. Malheureusement. Donc, on retrouve du coup cette émission même en podcast dès demain sur le site ainsi que sur YouTube. Bon. Eh bien, merci beaucoup de l'accueil et à bientôt. Et merci aux auditeurs. Et merci aux auditeurs également, bien sûr.